Bonjour la communauté française. Alors on va tout de suite intégrer la team JUA pour continuer cette session en français après une très très bonne session en anglais. On va faire ça de manière plus informelle pour la session. Hello la team JUA. On était rapidement en train d'introduire cette session en français. Rebonjour du coup. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de faire cette partie en français. L'idée, ça va être donc de dérouler à nouveau votre pitch. Je pense que le pitch qui avait été fait par Yvan sur la session anglaise était assez intéressant sur le why, l'explication, la raison derrière la création de JUA. Et ensuite, de prendre les quelques questions qu'on va avoir dans le chat de la part de la commu française qui n'ont pas pu être répondues pendant la première session. Écoutez, je vous laisse le floor. Je présente juste rapidement Anaïs. Je représente Anaïs, qui est à mes côtés pour la session. Bonjour à tous, rebonjour à tout le monde. Du coup, de la team Cardashift, qui connaît aussi bien Jura, qui représente là le project sourcing et l'impact côté Cardashift. Et du coup, the floor is yours, un peu d'anglais, mais the floor is yours, Yvan, pour l'intro de Jura. Rebonjour. L'idée, oui, c'était d'insister avant de parler de qu'est-ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, parce que c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien, et c'est cet ADN-là qui nous permet de construire au fil des jours Juin et le développement de Juin. Donc Sandra, Jean-Luc et moi-même, on s'est rencontrés il y a quelques années sur des sujets de partage autour de la question du réchauffement climatique, de la transition écologique et plus généralement des problématiques environnementales, y compris la pollution. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter une solution concrète, réelle, de contribuer à notre humble niveau aux réponses à ces problèmes environnementaux. L'autre point qui me semble important, c'est que l'ensemble de l'équipe est véritablement animé par cette même vision et que à chaque fois qu'on prend une décision, qu'on fait quelque chose, on passe véritablement les choix au travers de ce prisme, avec toujours l'idée d'améliorer nos solutions, d'améliorer notre impact et de diminuer toute forme d'externalité négative en partant du principe qu'on est une société industrielle, hein, on n'est pas une application digitale, et que donc, pour produire nos solutions, on a besoin de matières premières, on a besoin d'un peu d'énergie. Et donc, véritablement, on est dans une démarche d'optimiser au maximum tant l'impact de nos solutions que les externalités négatives. Et l'autre point qui nous rassemble et qui nous anime au quotidien, on considère que pour avoir une offre durable, on doit avoir un modèle économique qui est durable. Le constat, c'est quand même de dire que les questions de problématiques environnementales, on les connaît à peu près depuis 50 ans, et que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on a abordé le problème et les solutions sous forme de subventions. Et nous, on veut véritablement offrir à nos clients des centres de profit écologiques, néanmoins des centres de profit avant tout. S'il y a des subventions, tant mieux, ça améliore le système économique, le modèle économique pour nos clients. Néanmoins, nos solutions doivent économiquement être viables sans aucune forme de subvention. Voilà. Ok, très très clair. Ouais. Je pense que c'était assez important aussi le rappel sur le fait d'être une société industrielle dans un écosystème et notamment un écosystème startup qui a beaucoup l'habitude des entreprises très tech, et je pense que cette originalité est assez importante, et le lien avec les enjeux qu'on a devant nous, enfin qu'on avait, comme tu l'as rappelé, devant nous depuis 50 ans, est assez fort. Ouais. Je vais laisser la parole peut-être à Anaïs pour une première question. Ouais. Petite question peut-être en français, parce que c'est peut-être une question les plus technique, qui est compliquée à comprendre, surtout quand on n'est pas dans sa langue. Donc pour les Français qui étaient même là tout à l'heure, ça vaut le coup de repasser un petit coup.
Mais comment fonctionne un biométhaniseur? En gros, c'est quoi les entrants et qu'est-ce qu'il en sort? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous éclairer? Ça sera plus facile pour moi en français. Je vais essayer d'être encore plus clair. En fait, un biométhaniseur, c'est un bioréacteur, c'est-à-dire une boîte dans laquelle on a installé un écosystème artificiel qui est contrôlé en permanence et qui permet, en l'occurrence, des bactéries, et des bactéries qui sont très particulières parce qu'elles sont très anciennes. C'est des bactéries qui existent encore sur Terre, mais qui ont commencé d'exister avant qu'il y ait de l'oxygène sur Terre. On les appelle d'ailleurs des archéobactéries. Et elles sont assez fragiles, mais extrêmement efficaces, puisqu'elles peuvent transformer la matière organique en méthane, bon, et en gaz carbonique. Dans tous les cas, ce que nous faisons, c'est donner à ces bactéries tout le confort de vie, la nourriture, la température, le mouvement nécessaire, et surtout, on leur évite d'être inhibés par des facteurs tels que trop de substances toxiques pour elles. Elles sont pollutolérantes à certaines substances et pas à d'autres. Donc, on a vraiment un système qui est, de ce point de vue, totalement unique, puisqu'on bon, la biodigestion, c'est de la chimie du carbone, donc on travaille beaucoup sur le carbone actif qui permet à ces bactéries de traverser des épreuves que d'autres biodigesteurs sont absolument incapables de traverser. Et voilà, donc on fait entrer du déchet à un bout et on fait sortir sur le haut du gaz et à l'autre bout des digestats qui ne sortent pas, qui restent dans un tunnel de traitement qui aboutit jusqu'au silo de compostage. Et finalement, les digestats, on ne les voit pas. Ils sont mélangés à des déchets verts broyés, des déchets structurants broyés, qui transforment le tout en un biofertilisant extrêmement puissant, puisque nous travaillons en vase clos du début à la fin, de la biodigestion jusqu'au compostage, ce qui fait qu'on n'a absolument aucune perte en azote. Et je pense que c'est un secret pour personne, mais les plantes ont besoin d'azote pour croître, le sol a besoin d'azote pour se développer, et les bactéries aussi. Donc on est sur un système qui est très équilibré et qui gère le confort de bactéries anaérobies dans le biodigesteur et aérobies, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène dans le composteur. Voilà. Ok. Claire. Ça répond à Anaïs. Ouais, c'est bon, je suis convaincue. En français, en anglais. En espagnol, non? On peut pas la faire aussi. En espagnol, ça va être Yvan. On va bien le faire en latin ou en grec, mais pas en espagnol. Ah, on arrive. On la tentera en latin peut-être à la fin. Alors. Il va falloir que je me prépare un peu, mais on peut essayer. On va prendre, je pense, quelques questions du chat. Ouais, n'hésitez pas, du coup, la communauté française, si vous avez des questions à poser, même s'il y en a certaines qui ont peut-être déjà été répondues en anglais, n'hésitez pas à les remettre dans le chat. On les prendra au fil de l'eau. Si vous avez besoin de plus d'explications ou. Ouais, exactement. C'est vrai que ça a été des questions assez techniques sur le chat anglais, je pense, pour bien comprendre le fonctionnement et le modèle. Là, on a une première question sur l'aspect énergétique plutôt de la solution qui nous est posée par Adobe. Comment marche la solution et comment produisez-vous l'énergie nécessaire pour la faire fonctionner? Une station produit de l'énergie. On produit du biométhane et on produit une autre énergie qui est le compost. En fait, le compost, les biofertilisants, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie solide qui est utilisée dans le sol par des bactéries et par des plantes, surtout par des bactéries finalement. Et le meilleur indicateur, c'est qu'on a des taux de redox qui sont très bas, ce qui veut dire qu'il y a une circulation d'énergie qui est très élevée dès lors qu'on a fertilisé un sol avec notre produit. Ça, c'est une chose que la plupart des gens ignorent, mais le compost, c'est aussi de l'énergie. Le biométhane, maintenant, est produit par la réaction anaérobie multiphase que nous avons installée dans nos bioréacteurs, et il est utilisé par les clients. En réalité, la station, elle consomme moins de 15% de ce qu'elle produit. Donc, on est à 85% efficient en termes d'énergie. Ok. Alors, juste parce qu'il y avait une question sur l'intermittence. Si on reprend le fonctionnement de nos stations, en fait, elles sont nourries tous les jours. Et donc, elles produisent tous les jours de l'énergie. Donc, il n'y a pas d'intermittence. C'est du gaz, donc il est plutôt stockable.
Hein, donc, c'est pas de l'énergie fatale non plus. Hein. Souvent, ce qu'on reproche aux énergies renouvelables, c'est l'intermittence et la fatalité. Et donc, nous, on n'est ni intermittent, ni fatal. Et après, l'énergie, comme l'expliquait Jean-Luc, elle peut être soit utilisée directement en gaz, qui est l'extrait premier du processus de méthanisation, soit, par exemple, transformée en électricité au travers d'un groupe électrogène. Voilà. Ok. On va rester, je pense, sur des questions dans cette thématique-là. Il y a une question que j'aime beaucoup, qui vient tout juste d'être posée par Liel Doring, sur l'apprentissage, en fait. On a parlé de qu'est-ce que le biométhaniseur, comment il fonctionnait, avec quelle énergie il fonctionnait, et désormais, quel est l'apprentissage autour de cette technologie? Bah, moi, mon premier biométhaniseur, j'avais 14 ans et c'était une cocotte minute avec un ballon gonflable. Et j'ai appris une chose, c'est qu'il fallait en parler à ses parents d'abord, parce que quand ils vont exploser le ballon et qu'ils se récupèrent du méthane dans la cave, ils ne sont pas très contents. Donc, c'est une première expérience qui a été poursuivie. Le deuxième méthaniseur que j'ai fait, c'était dans les années 90, avec à l'époque deux collègues de l'INRA qui bossaient sur un procédé qui s'appelle Transpaille, et on bossait avec des éleveurs de cochons. Et j'ai appris que surtout, il ne fallait pas qu'il y ait des fuites et que finalement, la méthanisation monobloc, c'était pas très facile et que ça produisait peu de méthane pour un investissement assez lourd et des tas de problèmes mécaniques. Et peu à peu, ces expériences, elles se sont multipliées jusqu'à Inodis, par exemple, où on a décidé de faire le pire. Pendant 2 ans, on a été les seuls au monde à traiter 100% de notre intrant était du déchet d'abattoir. Personne ne fait ça, parce que c'est un déchet qui est tellement inhibant que ça ne marche pas. Et on a mis du temps à amorcer le système, à trouver la recette qui fonctionne, on l'a breveté, et on a tourné, on a fait la preuve du concept avec des experts payés par le client d'ailleurs, qui venaient de France, on était à Maurice, hein, et on a appris énormément de choses. La session de ex-post qui a suivi le projet Inodist a été extrêmement structurante et nous a permis de remodéliser, de redesign complètement nos biodigesteurs dès lors qu'on travaillait en version solide. Et ça donne aujourd'hui un produit qui est résultant de beaucoup d'années d'expérience finalement, avec à chaque fois des sessions de design qui descendent au boulon ou au quart de boulon. On est très, très précis en ingénierie et en biochimie aussi. Et d'ailleurs, on se donne les moyens, même quand on a réussi quelque chose, si on ne comprend pas complètement sur un plan stoichiométrique ou purement d'écologie bactérienne, on s'adresse à des spécialistes qui, avec nous, tentent de trouver la réponse qui nous permet ensuite de mieux maîtriser le dosage puisqu'on a beaucoup d'automation sur nos stations. Ok. Ok. Bah, en tout cas, c'était une première expérience, je pense, assez instructive. Et ça nous a permis de savoir qu'il y a une certaine expérience. C'est une histoire vraie qui plus est. Et c'est une histoire qui a beaucoup marqué, quelque part. Bah, si t'en fais encore maintenant, c'est que c'est Non, l'intrant, c'était du gazon coupé et des crottes de chien, pour tout vous dire. Et effectivement, comme il n'y avait pas d'épuration du biogaz, il était assez soufré. Et quand ma mère, en l'occurrence, a fait exploser le ballon sans le vouloir, elle s'est sauvée en courant, quoi. On va rester sur le fonctionnement de la technologie, mais peut-être pas des premières versions, mais de la version actuelle. Et par une question de Drake sur les températures maximales et minimales extérieures qui permettent le bon fonctionnement de cette technologie. Et j'élargirai un peu la question parce qu'on a eu une question d'Adoui qui vient d'arriver sur les principaux risques auxquels vous devez faire face. Donc je pense que là on parle de ce risque précis de la température, mais on pourra élargir aux différents risques. Alors, la question sur les températures, elle doit être séparée en 2 volets. Il y a la température optimum pour la biodigestion et la température optimum pour le compostage. Et dans les 2 cas, comme nous sommes multiphasiques, il y a plusieurs températures critiques. Dans un digesteur méthanique, les 2 premières phases qui sont assez communes parce que ce sont des bactéries qui sont commensales et qui travaillent bien ensemble,
la phase d'hydrolyse et d'acylogénèse, on est autour de 40 degrés. Les deux dernières phases, qui sont les phases d'hydrogénèse et de méthanisation purement, sont thermophiles à 55 degrés en ce qui nous concerne. La plupart de nos concurrents, la très grande majorité, travaillent dans un régime mésophile parce qu'ils n'ont pas de séparation de phase et ils ne font pas de spéciation à l'intérieur de leur bioréacteur qui est finalement une grosse cuve avec plein d'hélices qui brassent le tout, donc des productivités très basses. Les bactéries, elles travaillent à bas régime. Chez nous, elles travaillent à très haut régime parce qu'elles ont les bonnes températures. Pour répondre plus précisément, la première phase est plutôt entre 40 et 42 et les deux autres sont entre 50 et 55 degrés. Mais après, c'est des recettes de cuisine qu'on garde un petit peu en secret. Pour ce qui est du compostage, il y a 3 phases. Et là, c'est à peu près la même chose. La phase d'amorçage sur le compostage est très rapide. Elle dure à peine 24 heures, voire 48 heures sur des déchets très structurés. Et elle est à autour de 40-45 degrés. Et elle aboutit immédiatement avec la naissance de certaines bactéries qui sont notamment des très anciennes bactéries, des actinomycètes, pas des bactéries pures d'ailleurs. Ça monte jusqu'à 70-75 degrés chez nous, parce que c'est limité. Mais ça peut monter à 85 degrés. On peut se brûler avec l'effet exothermique de ces bactéries. Et nous, on le limite à 75 pour qu'il n'y ait pas de létalité sur les autres couches bactériennes supérieures et inférieures, puisqu'on est dans un silo. Donc, en dessous, on va redescendre à 45, on passe de 50 très brutalement pour arriver à des températures ambiantes, chez nous, en milieu tropical ou n'importe où ailleurs, d'ailleurs, ça avoisine les 20-25 degrés. Quand on est à 20-25 degrés, on est sur une respiration lente, et là, on a des bactéries vivantes, qui sont les bactéries du sol, surtout des pseudomonas, qu'on peut garder dans le compost et réintégrer dans le sol. Voilà. Ok, je pense que ça a dû répondre à la question de Drake sur les différents aspects autour de la température qu'il faut prendre en compte. Et du coup, si j'élargis à la question du coup, qui a été posée, qui a été 2 fois posée, on a eu deux personnes dans le chat qui l'ont posée, Adoui et Lul Doring, à propos des risques principaux pour l'entreprise et auxquels donc vous devez faire face. Qui mentionne d'ailleurs des risques réglementaires potentiellement. Yvan ? Un des gros risques, c'est... Là, on est sur la technique, on est d'accord, hein, quand on parle de risque réglementaire. On va laisser Jean-Luc. Ah ouais, ok. Moi, je croyais les risques économiques de la société. Les risques business, non. Les risques techniques, ils sont très simples. Il y a eu très récemment en France, hein, si je prends l'exemple de la France, en 2019, on a revu la réglementation des ICPE, des installations classées pour l'environnement, pour une raison historique et statistique toute bête, qui est que la plupart des digesteurs méthaniques produisent des digestats, ont des fuites, sont d'énormes machins polluants, et le législateur a pris toutes les mesures pour limiter les risques, notamment en prenant en compte le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'habitation dans un rayon de 200 mètres, qu'il faut avoir moins de 30 tonnes de déchets par jour, etc. etc. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui nous concerne parce qu'on est, encore une fois, dans une proposition de traitement au niveau du déchet lui-même. Donc, au niveau de la production du déchet lui-même. Donc, on n'est pas très concerné par ça. Les autres risques sont très classiques, c'est les risques d'explosion. Mais comme le soulignait Yvan tout à l'heure sur la version anglaise, si je puis dire, le biogaz est transformé en biométhane, on stocke le gaz carbonique et on enlève tout le soufre, donc on n'a pas de risque de toxicité avec l'hydrogène sulfuré. Le principe de la carbonatation est aussi très efficace pour la fixation du soufre. Donc, on est dans une zone de risque nulle sur un terme d'ingénierie. Je veux dire, le process est basique de ce point de vue au niveau de l'épuration. La production de biométhane est consommée en flux continu. Les stockages sont très faibles, à double enveloppe. On travaille avec des sociétés qui sont producteurs de bâches de très haut niveau et qui ne présentent aucun risque. Elles sont aux normes, on va dire. Les sociétés françaises, par ailleurs, hein, dans notre sous-traitance. Le risque technologique, pour nous, il est très faible. Franchement,
le risque lié au process, il n'existe pas vraiment. Voilà. Ok, Ok. c'est plutôt clair. Et je pense juste pour revenir sur ce point, on a beaucoup insisté dessus sur la version anglaise, mais on a, et Jean-Luc principalement, investi énormément dans la science et la technologie, ce qui nous a permis de déposer des brevets, justement pour adresser tous les problèmes de la méthanisation que l'on voit aujourd'hui couler dans la presse. Donc l'idée, c'est véritablement, au travers de ces brevets, de la technologie et de la science, d'adresser les problématiques posées par la méthanisation traditionnelle et comme le répète souvent Jean-Luc, mal faite. Voilà. C'est-à-dire on met tous les déchets au même endroit, on les laisse pourrir et puis avec un peu de chance on récupère un peu d'énergie et puis sinon c'est pas grave. Voilà. Donc bien évidemment nous notre positionnement il est à l'inverse de ça. Voilà. On va fermer la parenthèse risque. Je pense que les questions ont été bien abordées. Je vais laisser la parole à Anaïs. Peut-être que tu as une. Moi, juste, alors, c'est une fermeture de parenthèse risque, mais une ouverture de parenthèse risque d'impact. La question a été posée en haut, mais sur le CO2, on en a parlé aussi en anglais. Sur la méthanisation, je trouve ça hyper intéressant. Je l'ai aussi dit en anglais, mais la méthanisation, si on regarde juste ce que c'est sur Internet, produit du gaz à effet de serre, du méthane ou même du CO2 si on peut le méthane. Du coup, la question c'est comment vous mitigez ça? Est-ce que vous contrôlez ça? Est-ce que votre méthanisation, comment vous restez? Voilà, parfait. Qu'advient-il sur vos méthaniseurs des émissions de gaz à effet de serre potentielles? Et est-ce que vous êtes, bon, je vais la poser, est-ce que vous êtes carbone positive, on va dire, dans le sens où vous émettez moins Oui, on est carbone positif à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on évite, donc on est dans l'évitement, dans la mesure où des déchets organiques qui sont laissés à l'air libre ou mal enfouis vont produire soit du gaz carbonique par compostage sauvage, soit pire encore du méthane qui est 60 fois plus dommageable à l'effet de serre que le CO2. Il ne faut pas se focaliser sur le CO2. Hein. On est encore une fois dans l'évitement parce qu'on produit des biofertilisants qui vont empêcher, qui vont limiter la production de fertilisants chimiques qui sont extrêmement producteurs de gaz à effet de serre à la production et à l'usage. Hein. Les fertilisants chimiques produisent des composés azotés volatiles qui sont beaucoup plus dommageables, plus de 150 fois plus dommageables que le CO2. Bon, et au transport, on est très positif dans le bilan de la structure procédurale de transformation de la matière organique. Très positif, à plusieurs niveaux. Hein. Et quand on produit du CO2, parce que les bactéries rejettent du CO2, on transforme ce CO2 en carbonate de calcium. Et ce carbonate de calcium permet de mieux fixer certains sols qui sont acides du fait de la pollution ambiante, du fait de pluies acides, etc., ou de la dégradation des sols. Hein. Un sol dégradé est souvent un sol acide. Un bon sol doit tourner sur un pH 7, et il y a beaucoup de sols agricoles en grande culture qui sont plutôt autour de 5,5 ou 6. Et c'est très dommageable à la croissance des plantes. Donc nous, on produit du carbonate de calcium qui joue un rôle de tamponnage, qui fait du tampon biochimique hein, et même chimique dans le sol. Et ce carbonate de calcium, c'est vraiment de la séquestration de gaz carbonique. Maintenant, si on fait tourner un groupe électrogène et qu'on produit du gaz carbonique parce qu'on a comburé avec l'air ambiant un carburant biologique, il faut savoir que le gaz d'échappement de notre groupe électrogène pourrait très facilement être utilisé avec un tout petit peu de refroidissement et un minimum d'épuration comme gaz comme gaz carbonique d'accroissement de la croissance de plantes, notamment de tomates, solanacées ou autres cucurbitacées dans des serres. Et là, on est à nouveau dans un cycle de séquestration de carbone, contrairement à un carburant fossile qui est riche en métaux lourds. Ce n'est pas du tout notre cas. Ouais. Ok, c'était assez clair. Je pense qu'on a eu beaucoup de détails techniques sur la solution et merci d'être rentré autant dans le détail. Je pense que il y avait un besoin d'éclaircissement pour certaines des personnes qui étaient dans le chat. On va passer peut-être
sur un volet, ça va peut-être concerner plus Yvan, sur un volet plus business. On a une question de l'Eldering encore sur le marché potentiel. Celle-là et après celle de Tata Crypto ouais. qu'on prend juste après, mais je pense qu'on peut même inclure celle de Tata Crypto parce que ça va qui en fait demande votre vision à long terme. Et donc je pense que ça va s'inscrire dedans. Quel est votre marché potentiel, le pourcentage que vous souhaitez acquérir, la temporalité, donc un peu la roadmap, et d'où vient le fait que vous avez un potentiel élevé de croissance. Ok. Alors, donc aujourd'hui déjà, on a une approche segmentée des marchés. Donc, on a 4 segments de marché. D'un côté, on a l'agro-industrie, et donc là, on pourrait sous-segmenter parce que ça va de l'exploitation agricole en passant par la ferme, l'usine de transformation de viande, j'en passe et des meilleurs, les abattoirs. On a les centres commerciaux, où donc là, on va traiter le déchet des restaurants et puis des supermarchés. Et puis, on a les collectivités locales. Et enfin, un segment alors qui est moins pertinent pour la France et l'Europe, mais qu'il est beaucoup pour l'Afrique, les Amériques et l'Asie, qui sont les hôtels resorts, éventuellement les golfs. Donc ça, c'est les segments de marché. Comme on l'a expliqué, aujourd'hui, il y a pas de concurrence structurée en face de nous. Donc il y a des acteurs traditionnels du traitement de déchets. On va pas les citer, mais Veolia en fait partie. Ça lui a échappé, je le savais. Pardon. Mais donc, Veolia est un opérateur du déchet, c'est-à-dire qu'ils viennent récupérer et facturer les clients pour le déchet produit sur site. Ils le ramènent, donc beaucoup de logistique, de camions qui fait énormément plaisir aux riverains, pour mettre ça dans des grandes stations avec une valorisation relativement faible en énergie quand elle existe sur ces déchets-là. Et puis, en règle générale, derrière, ils font de la déshydratation du digestat. Donc, on perd la composante eau de la matière organique, sachant qu'on est quand même dans une situation globale de stress hydrique. Donc, c'est pas la meilleure façon d'aborder la question de l'eau. Et derrière, ils vont payer pour faire de l'épandage. Et nos amis bretons en parlent beaucoup. Qui dit épandage de digestat dit impact sur la biodiversité des sols, pollution des sols et nappes phréatiques. Tout ça pour dire que aujourd'hui, en face de nous, on n'a pas une concurrence structurée. Et le fait de venir proposer à ces segments de marché dont je parlais à l'origine des solutions qui sont économiquement viables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité parfaite de discuter avec un DAF, je sais de quoi je parle, et de convaincre nos interlocuteurs sur la profitabilité des solutions, c'est-à-dire vous investissez dans une solution industrielle, vous allez bénéficier des 3 piliers économiques que sont l'évitement du coût de traitement des déchets, donc typiquement la facture de Veolia, l'autoconsommation d'énergie, donc là vous allez éviter la facture d'EDF ou de GRDF sur du fossile, et puis bénéficier des revenus du biofertilisant. Donc ça, c'est le modèle économique, c'est le potentiel de marché. Nos solutions, elles sont, comme vous l'aurez bien compris, valables partout dans le monde, ce qui donc offre non seulement un potentiel de développement sur les segments de marché, mais sur ces segments de marché partout dans le monde. Voilà. La temporalité. On a décidé sagement, et encore une fois, bon, on n'a pas trop parlé, mais une des qualités qu'on trouve à notre entreprise, c'est l'expérience qu'on cumule. Et à titre personnel, j'ai fait pas mal de développement de modèles économiques, y compris dans des périodes de bulle Internet où l'idée c'était de se développer partout en même temps sur du multiproduit. Et une fois que vous avez fait ça, en général, vous faites de la fermeture de périmètre. Donc, ce qui n'est pas la meilleure façon de se développer in fine. Donc là, notre idée, c'est véritablement de nous développer sur des clusters géographiques. Donc, aujourd'hui, on est présent dans l'océan Indien. On a à peu près une quinzaine de clients qualifiés, de prospects qualifiés, représentant une vingtaine de ventes potentielles.
Et depuis le mois de septembre 2021, on se déploie en France et on a déjà plusieurs prospects qualifiés, dont un pour lequel on a déposé d'ailleurs une offre commerciale. L'idée, comme on le disait en version anglaise, c'est de continuer à nous développer géographiquement par cluster. Donc avant d'aller taper l'Asie, on va sans doute s'intéresser à l'Europe. À partir de l'océan Indien, on va continuer à se développer en Afrique subsaharienne. L'idée véritablement, c'est de nous développer géographiquement par cluster. L'idée étant, on rappelle, nous sommes une société industrielle, donc qui dit industrie dit production. Nous, on veut non pas produire en Chine pour servir à 10 000 ou 20 000 kilomètres le reste du monde, mais produire localement, donc développer un écosystème industriel, créer de la valeur industrielle. Donc pour nous, c'est des thèmes qui sont vachement importants. Si je reviens à notre ADN de début, nous, ce qui nous anime au quotidien, c'est l'impact environnemental et social. On veut créer de la valeur, on veut créer de l'impact. Et donc, dans cette logique-là, pour nous, l'industrie, c'est de créer des usines d'assemblage qui soient locales, qui emploient des gens dans les pays concernés, de faire de l'approvisionnement le plus court possible. Et donc, pour revenir à la notion géographique, de se développer autour de ces clusters. Voilà. Ok, donc il y a une notion assez communautaire. Potentiel de croissance. Je pense que ça va suivre un peu la tendance mondiale, la prise de conscience des gens et des business, parce que pour le moment, quand on veut convaincre des business, à la fin du jour, c'est la rentabilité qui revient. On pense que dans les années qui viennent, avec la prise de conscience, la raréfaction des ressources, le besoin de faire du circuit court, d'être autonome, d'être résilient, l'intérêt pour nos solutions sera fortement amélioré. Donc, on n'a presque rien à faire pour vendre. Enfin, en tout cas, ce potentiel-là, il sera vraiment augmenté du fait de cette culture qui va changer et des vrais besoins. Enfin, les gens vont se rendre compte que gaspiller du déchet, c'est un peu bête. Enfin, donc ça, je pense que c'est une évidence. Et d'ailleurs, enfin, on le voit déjà aujourd'hui, ça coule dans la presse partout dans le monde, y compris chez nous en Europe. La guerre en Ukraine renforce les notions appuie fortement sur notre dépendance au gaz, met la lumière sur les problématiques de biofertilisants, le recours aux énergies fossiles. Donc d'ores et déjà, tous les thèmes que l'on porte dans notre ADN sont repris, y compris par des événements conjoncturels. Drake appuie d'ailleurs le point dans les commentaires en disant on ne peut plus se le permettre, surtout. Et je pense que c'est assez vrai. Je pense qu'on a aussi répondu à la question du coup de Tata Crypto sur la vision à long terme. C'était assez clair et bien exprimé. De mon côté, moi, j'avais sans doute une dernière question à vous poser. On l'avait pas posée en anglais, mais elle me semble assez pertinente parce qu'on l'a évoqué sans vraiment l'évoquer au fil de la discussion. Mais c'est sur vos parcours personnels. Je pense que certaines des personnes n'ont pas forcément eu l'occasion d'avoir plus d'infos via Discord. Donc, si en quelques mots, vous pouviez chacun vous présenter rapidement votre background, et je pense que ça donnera encore plus de teneur au projet que vous proposez. Sandra, tu commences ? Allez, je commence. Je suis la plus jeune, c'est pas vrai. Ah voilà, ça y est. Alors, honneur à la plus jeune. Enfin, moi, je suis ingénieur de formation, génie civil à la base, mais je ne suis pas restée longtemps dedans. C'était une époque où l'environnement n'était pas encore, il n'y avait pas vraiment de formation en environnement, c'était pas la préoccupation du public en général, mais personnellement, c'était quelque chose qui me mobilisait. Donc, j'ai bifurqué. Je suis rentrée dans gestion de l'environnement et des déchets en particulier. Et
et par la suite, j'ai travaillé en bureau d'études sur des projets environnement et déchets. Et par la suite encore, on s'est rendu compte que travailler en bureau d'études, on fait des études super intéressantes et des stratégies, mais on voulait donner des solutions justement pour que ces stratégies puissent se matérialiser. Et c'est là qu'on a commencé avec joie et développer ces solutions et développer ces solutions à la fois en design et en les construisant, en les vendant aux producteurs de déchets. Donc là, enfin, personnellement, c'est très challenging, mais on voit du résultat et c'est vraiment, comme tout le monde dit maintenant, on est motivé pour aller travailler tous les jours parce qu'on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui est de porteur, voilà, pour faire court. Jean-Luc? Oh là là. Donc c'est le plus jeune qui passera en dernier. Voilà. Mon parcours, il est un petit peu plus chaotique que celui de Sandra ou de Yvan, puisque à la base, j'étais passionné par les sciences, donc j'ai fait des lettres et de la linguistique. Et j'ai fini par aboutir dans un laboratoire d'acoustique animale au muséum, qui m'a amené dans des forêts profondes un peu partout dans le monde, surtout en Afrique et sur l'océan Indien. Et j'ai travaillé sur le langage des primates. Donc, j'ai commencé mon apprentissage de la vie bactérienne par le langage d'animaux qui nous sont, je pense, quelque peu supérieurs, même s'ils sont déclassés dans la nomenclature. Et j'ai poursuivi avec de l'ingénierie parce que finalement, c'était ma vraie vie, quoi. Et je crois que je suis resté toujours guidé par le principe qu'on ne peut pas échapper, non pas à l'imitation de la nature, qui est une espèce de raccourci un peu dégradant, mais dans son inspiration, en tout cas. Et c'est à partir de là que j'ai rejoint les préoccupations que disait Sandra. Je me suis beaucoup intéressé à la gestion des déchets parce que le déchet, c'est finalement le négatif de notre vie. Hein. Quand on observe la production de déchets, on observe la société dans son ensemble. Et j'ai commencé à développer des procédés sans me préoccuper de savoir s'il fallait se limiter à de la science basique ou pas. Donc j'y ai investi beaucoup plus que d'autres, probablement. C'est ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. J'ai pas d'autres, comment dirais-je, vision que celle-là, c'est-à-dire m'inspirer de la nature pour que on revienne à la nature d'une certaine manière, qu'on rentre en égantropie et qu'on renverse l'effet de dégradation fatale dans lequel on s'est engagé. Voilà. Ok. C'est inspirant. Okay. Ok, ben alors pour conclure sur les parcours, donc moi j'ai un background corporate, j'ai travaillé 20 ans en entreprise sur des fonctions de direction financière et de bizdev. À l'international, j'ai entre autres été directeur financier d'Apple en France pendant presque 10 ans. J'ai vécu une quinzaine d'années à l'étranger. Et donc j'ai essentiellement travaillé sur des problématiques de production et distribution de produits et services B2C, B2B. Et donc même si l'industrie est différente, hein, si je prends une terminologie bien business, on reste sur des recettes d'entreprise qui sont similaires avec des problématiques de production, de logistique, de commercialisation, de distribution. Voilà. Et donc pour rejoindre Sandra, en effet, ça fait du bien de pouvoir engager toute son énergie et sa motivation sur des sujets porteurs. Et ça permet d'avoir une belle motivation le matin. Voilà. Eh ben, on compte sur vous pour ça. En tout cas, c'est un projet qui est assez inspirant. Je pense qu'on est tous d'accord, et background scientifique ou non d'ailleurs,
pour dire il y a vraiment quelque chose à aller chercher, à aller travailler sur le waste management. Ça va être un des grands sujets, je pense, des années à venir. Et ce que vous avez réussi à développer et à breveter va sans doute grandement y contribuer. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est allé même, On est allé au-delà du temps qu'on s'était fixé. Il y avait des dernières questions, notamment une de Aerox sur le token, mais je le redis une fois pour la communauté française, les sujets de tokenisation seront abordés en post-vote. Donc il y a déjà quelques pistes de réflexion, mais on préparera vraiment une vraie tokenomics avec les équipes post-vote. Et d'ailleurs, si vous avez des pistes de réflexion, des idées, n'hésitez surtout pas à les partager dans le chat Discord de JUA, parce que ça, c'est aussi là pour ça. Donc, il me reste à remercier Anaïs d'abord. Merci aussi à toute l'équipe JUA d'avoir. Merci Anaïs. Non, mais avec plaisir. Beaucoup de parler d'impact, etc. Donc, et bravo pour votre solution, vraiment. C'est un des projets qu'on adore. Mon côté ingénieur aussi l'adore. Et un grand merci à tous les deux en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci à vous surtout pour votre disponibilité, vos réponses. Merci aux gens de la communauté qui se sont prêtés au jeu. Dans le chat, qui sont trop mignons, merci. Oui, qui vous remercient aussi, qui vous envoient plein de messages dans le chat. Oui, il y a déjà quelques pistes d'idées sur le Launchpad, l'Elden Ring, sur la tokenisation, tu pourras aller les regarder. Et moi, il me reste juste à vous dire que on se retrouvera, enfin, vous retrouverez Anaïs demain, je crois, avec Vincent et Pierre-Andrea, voilà, qui seront à l'animation pour Aquaverse, qui sera donc le troisième projet à passer. On a eu Welcome Place hier, JUA aujourd'hui et Aquaverse qui terminera le bal des 3 projets de la semaine avant une reprise lundi prochain. Voilà. Et du coup, le replay sera disponible demain sur YouTube et on le repartagera sur Twitter pour tout le monde. Ouais. Dans le Discord. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez aller repasser. Oui, et n'hésitez pas, s'il y a eu des questions, vous regardez le replay et vous ne voyez pas votre question qui a été posée, n'hésitez surtout pas à aller la poser dans le Discord de JUA. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous, merci à la communauté et bonne soirée. Bonne soirée.